Il fut un temps où écouter de la musique relevait d'un véritable rituel. Allumer la chaîne, poser le vinyle, régler les niveaux et laisser la musique remplir la pièce. Il ne s'agissait pas seulement d'entendre, mais de ressentir. Cela a été possible grâce à des marques comme Bowers & Wilkins. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que l'histoire de cette entreprise britannique iconique a bien failli ne jamais exister. Sans une femme restée anonyme, une cliente à l'oreille fine et au cœur encore plus grand, tout aurait pu être différent. Ce que cette femme a fait n'a pas été seulement un geste généreux. Ce fut le point de départ d'une aventure à succès, intimement liée au son. Que s'est-il passé exactement ? Comment un héritage inattendu a-t-il fini par financer les premiers pas d'une marque qui, des décennies plus tard, remplirait de sons des salles de concert, des studios professionnels et des foyers partout dans le monde ? Voilà l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui. Tout a commencé avec deux hommes qui partageaient plus que des tranchées. Ils partageaient une passion pour la radio, l'électronique et, surtout, le son. John Bowers et Roy Wilkins se sont connus pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu'ils servaient dans le corps des transmissions de l'armée britannique. De retour à la vie civile, en 1946, ils décident d'ouvrir une petite boutique dans la paisible ville côtière de Worthing, au sud de l'Angleterre. Ils y vendaient des radios, des téléviseurs et des composants électroniques à un public qui, après la guerre, commençait à reconstruire sa vie et ses maisons. L'activité ne tarde pas à gagner en popularité, grâce au sérieux avec lequel ils travaillaient et aux connaissances techniques que chacun apportait. Cette boutique modeste, qui au départ voulait simplement proposer des produits fiables aux habitants du coin, allait devenir la graine de l'une des marques les plus appréciées des passionnés de hi-fi. Mais le véritable tournant de cette histoire est arrivé grâce à Miss Knight, une cliente habituée qui non seulement admirait le travail de John Bowers, mais partageait aussi son amour de la musique classique. Lorsqu'elle lui commanda une paire d'enceintes sur mesure, Bowers mit tout son soin dans le projet, en soignant chaque détail, du design au son. En les recevant, Miss Knight fut tellement impressionnée qu'elle prit une décision incroyable. Elle inclut John Bowers dans son testament. À sa mort, elle lui laissa la somme de 10 000 livres, un montant considérable pour l'époque. Cet argent permit, en 1966, à Bowers de fonder Bowers & Wilkins Electronics Limited, une entreprise entièrement dédiée à la conception d'enceintes hi-fi. Même si Roy Wilkins ne participa pas activement à cette nouvelle étape, Bowers décida de garder son nom dans la marque en hommage à son ancien associé et aux origines de l'entreprise. Avec cet élan initial, John Bowers installa son premier atelier d'enceintes à l'arrière de sa boutique. Là, dans un espace réduit, il commença à fabriquer des enceintes de manière presque artisanale. Son objectif n'était pas de produire en masse, mais d'atteindre la plus grande précision sonore. Il expérimentait des matériaux, des formes et des configurations pour obtenir un son plus clair et plus naturel. Et cette quête permanente commença à porter ses fruits. Ceux qui s'y connaissaient en musique entendaient la différence. Ainsi, sans marketing ni campagne, la marque commença à gagner le respect des véritables passionnés d'audio. En 1967, après des mois de travail intensif, l'entreprise présenta le modèle P1, son premier système commercial. C'était une enceinte colonne, au design sobre mais efficace, qui combinait des filtres maison avec des composants des marques EMI et Celestion. Le son dépassa les attentes et les ventes suivirent. Grâce aux bénéfices, Bowers put investir dans du matériel de laboratoire, notamment des générateurs de fréquences et des systèmes pour enregistrer les performances acoustiques. Cela permit de certifier chaque enceinte individuellement, ce qui était très avancé pour une entreprise aussi jeune. Un an seulement plus tard, en 1968, Bowers & Wilkins franchit une autre étape importante. Elle lança les gammes DM1 et DM3, signifiant Domestic Monitor. Cette nouvelle série avait un objectif clair, apporter la haute fidélité à un public plus large, sans sacrifier la qualité. Tandis que d'autres marques se concentraient sur la réduction des coûts à tout prix, Bowers & Wilkins choisit de préserver sa philosophie de précision, mais à un tarif plus accessible.
Ces enceintes étaient pensées pour un usage domestique, mais leur son propre et équilibré surprenait même les plus exigeants. D'ailleurs, l'esprit de cette série resterait vivant dans des produits futurs comme l'actuelle gamme SeeSense, qui continue d'allier accessibilité et son très raffiné. En 1970, un modèle arriva qui marqua un avant et un après, la DM70. Ce fut la première enceinte conçue intégralement par Bowers & Wilkins, sans pièces d'autres fabricants. Sa forme courbée et sa structure divisée en 2 blocs lui donnaient une allure futuriste, mais le plus impressionnant restait ses performances. Elle intégrait une section indépendante pour les fréquences médium et aiguës placée au-dessus du module de grave et utilisait un système d'aigus électrostatiques, très rare à l'époque, offrant une netteté exceptionnelle. Le résultat fut tellement marquant qu'elle reçut non seulement des éloges de la presse spécialisée, mais aussi le prix de design industriel du Royaume-Uni. Cette même année, vit aussi apparaître le modèle P2, une évolution du P1 qui en conservait le style tout en apportant des améliorations significatives. Son élément le plus remarquable était le tweeter, plus fin et plus précis, capable de reproduire les sons aigus avec davantage de clarté. Grâce à un accord avec Sony, le P2 commença à être distribué au Japon, où la hi-fi représentait déjà un marché important. Le bon accueil du modèle permit à la marque d'entrer avec force sur le marché asiatique ultra concurrentiel. Pour Bowers & Wilkins, c'était le premier pas sérieux vers une présence mondiale. En 1972, Bowers & Wilkins franchit une étape décisive qui changea pour toujours sa façon de travailler. Ils ouvrirent une nouvelle usine sur Meadow Road, à Worthing, équipée d'une technologie de pointe pour l'époque. Le plus marquant fut l'intégration de chambres anéchoïques, des espaces totalement isolés des bruits extérieurs et sans écho, où l'on pouvait analyser le comportement réel des enceintes sans interférence. Ils ajoutèrent aussi des équipements avancés de mesure et d'analyse, notamment une technologie laser pour étudier avec précision la forme et la réponse des cônes, des haut-parleurs. Cet investissement permettait d'affiner la conception acoustique d'une manière presque scientifique, chose assez rare dans l'industrie audio grand public de l'époque. Il ne s'agissait pas seulement de fabriquer de bonnes enceintes, il fallait comprendre en profondeur comment elles fonctionnaient, comment elles vibraient et comment chaque détail influençait l'expérience sonore. En 1973, ce choix de l'innovation se refléta dans le lancement de la DM2, une enceinte 3 voies à la structure peu conventionnelle. Le cône principal couvrait les graves et les médiums, tandis que les aigus étaient confiés à un tweeter et un super tweeter séparés, élargissant la bande passante et offrant une clarté étonnante. Cette même année, la marque reçut le prix de la Reine pour l'excellence à l'exportation, en reconnaissance de son impact international grandissant. En 1974, Bowers & Wilkins opéra un changement important dans son design en faisant appel au célèbre designer industriel Kenneth Grange, connu pour son travail sur les appareils photo Kodak et sur des produits électroménagers du quotidien. Son influence se fit rapidement sentir avec le lancement de la DM6 en 1976, une enceinte qui associait technologie avancée et design visuel marquant. Elle utilisait un cône jaune en Kevlar, un matériau résistant et souple, améliorant la clarté des voix et des médiums. La façade avait une forme en palier, aidant à mieux aligner le son de chaque composant. Son aspect peu conventionnel lui valut le surnom de l'enceinte « pingouin », mais elle resta aussi gravée dans les mémoires avec une certaine affection. En 1977, Bowers & Wilkins présenta la DM7, une enceinte à la proposition singulière. Son tweeter était entièrement séparé dans une petite coupole métallique semblable au phare d'une voiture classique. Cela apportait non seulement un design unique, mais améliorait aussi la séparation des fréquences pour un son plus défini. Elle intégrait également un radiateur passif qui renforçait les graves sans nécessiter davantage de haut-parleurs actifs. Une solution élégante et efficace qui renforçait le caractère innovant de la marque. En 1979, Bowers & Wilkins frappa fort avec le lancement de la 8cent 1, une enceinte haut de gamme qui représenta un tournant pour la marque.
C'était un projet ambitieux, développé sans précipitation et sans contrainte, avec un seul objectif, obtenir le son le plus précis possible. Pendant 3 ans, une petite équipe d'ingénieurs travailla sur chaque détail, testant, ajustant et raffinant jusqu'à trouver la formule parfaite. Le résultat fut une enceinte qui surprenait non seulement par sa puissance et sa clarté, mais aussi par sa capacité à reproduire la musique telle qu'elle avait été enregistrée. Son niveau de fidélité fut si élevé que très vite, des studios professionnels commencèrent à l'utiliser comme référence. Le plus emblématique fut Abbey Road, à Londres, où furent mixés certains des albums les plus iconiques de l'histoire. Qu'une enceinte domestique arrive jusque-là, c'était le signe clair que Bowers & Wilkins jouait désormais dans une autre catégorie. La croissance des ventes et de la réputation du modèle 801 permit à l'entreprise d'investir dans un élément clé, la recherche et le développement. C'est ainsi qu'est né le Steining Research Establishment, un laboratoire créé en 1981 dans la localité de Steining, près de la côte sud de l'Angleterre. Ce centre devint le cœur technologique de la marque. On y analysait des matériaux, on y menait des tests sonores, et on y concevait de nouvelles façons de construire des enceintes plus précises et plus efficaces. Ce n'était pas un simple atelier, mais un lieu où la science et l'art du son se rencontraient. Grâce à ce centre, Bowers & Wilkins commença à adopter une approche bien plus méticuleuse et technique. L'une des avancées clés issues du laboratoire de recherche fut l'évolution de la 801. En 1987, ils présentèrent la version Matrix qui ajoutait une structure interne en forme de grille pour renforcer le coffret. Cela réduisait les vibrations et améliorait la netteté du son. Une amélioration invisible, mais parfaitement audible. Abbey Road n'hésita pas à installer cette version dans ses studios. La même année, la marque lança la CM1, un modèle compact mais puissant, pensé pour ceux qui voulaient un grand son dans de petits espaces. Sa forme permettait de l'installer avec une légère inclinaison afin d'améliorer la diffusion sonore. 1987 fut aussi une année triste pour la marque. John Bowers, son fondateur, décéda en laissant un héritage qui continuerait de guider l'entreprise. En 1991, pour commémorer son 25e anniversaire, Bowers & Wilkins présenta une édition spéciale, le modèle Silver Signature. C'était une enceinte conçue non seulement pour écouter la musique avec un niveau de détail exceptionnel, mais aussi pour se montrer. Les éléments clés, comme les connexions et les bobines, étaient en argent plutôt qu'en cuivre, et son coffret chromé lui donnait un aspect exclusif. Ce n'était pas une enceinte pour tout le monde, mais un bijou pensé pour ceux qui recherchaient ce qu'il y a de plus haut en qualité et en design. Une manière de rendre hommage à la vision de son fondateur. En 1992, l'entreprise ouvrit une nouvelle usine à Silverdale pour répondre à la hausse de la demande. Cette installation augmenta non seulement la capacité de production, mais permit aussi de maintenir un contrôle qualité plus strict. 1 an plus tard, ils lancèrent un modèle qui allait définir l'identité de la marque, la Nautilus. Avec sa forme de coquillage et ses lignes futuristes, elle ne ressemblait à rien de ce qui existait alors. Mais ce design n'était pas seulement esthétique. Il était pensé pour éliminer les résonances et offrir un son pur, sans distorsion. Son développement dura 5 ans, et aujourd'hui encore, elle reste le modèle le plus emblématique, présent aussi bien dans des studios professionnels que dans des salles d'écoute de collectionneurs exigeants. La philosophie derrière la Nautilus ne s'arrêta pas là. En 1998, Bowers & Wilkins décida de tirer parti de tout ce que ce modèle avait apporté pour développer une nouvelle gamme plus accessible et plus pratique. Ainsi naquit la série 800 Nautilus. Cette gamme reprenait de nombreuses solutions techniques et esthétiques de la Nautilus originale, mais dans des formats plus adaptés à un usage domestique ou professionnel standard. Ce fut un coup intelligent, car cela permit à davantage de personnes, des audiophiles exigeants aux ingénieurs du son, de profiter d'une qualité proche du modèle phare, mais avec un prix et une présentation plus conventionnelle. Cette série évolua au fil des années et devint l'une des plus représentatives de la marque,
reconnu dans le monde entier pour son équilibre entre design, précision acoustique et fiabilité. En 2005, Bowers & Wilkins surprit de nouveau le monde en présentant une innovation technique digne de la science-fiction, des enceintes équipées de dômes en diamant synthétique. Ce fut l'arrivée de la série 800D, où le D faisait précisément référence à ce matériau. L'usage du diamant n'était pas un caprice esthétique, mais un choix de précision. Son extrême rigidité permettait aux aigus, les fréquences les plus hautes, de sonner avec une clarté impressionnante, sans distorsion, même à volume élevé. Le niveau de détail et de netteté offert par ces enceintes était tel qu'elles devenaient idéales pour le mixage ou l'écoute critique. Une fois encore, l'entreprise montrait qu'elle ne voulait pas se contenter de suivre la vague. Elle cherchait à avoir toujours un temps d'avance dans la quête d'un son pur et fidèle. Mais Bowers & Wilkins a aussi su s'adapter au nouveau temps. En 2007, avec l'essor de l'iPod et de la musique numérique, ils lancèrent l'un de leurs produits les plus connus du grand public, le Zeppelin. Inspiré de la forme des anciens dirigeables, cette chaîne compacte tout en un permettait de connecter directement un iPod, sans ordinateur ni câble. Son design n'était pas seulement spectaculaire, il aidait aussi à créer un son surround capable de remplir la pièce. Pratique, élégante et puissante, elle permit à une nouvelle génération de découvrir la marque en combinant simplicité et qualité. Le Zeppelin ne fut pas seulement un succès commercial, il devint une icône moderne du design audio. Cette même année, 2007, tandis que le Zeppelin triomphait chez les amateurs de bon son en mobilité, Bowers & Wilkins fit un pas inattendu vers un autre type de scène, l'automobile de luxe. La marque s'associa à Jaguar, collaborant pour intégrer des systèmes audio haut de gamme dans ses véhicules. Une association qui parlait de prestige, mais aussi d'ambition. Il ne s'agissait plus seulement de remplir une salle de musique, mais de transformer chaque trajet en voiture en une expérience d'écoute immersive et raffinée. Et des années plus tard, en 2014, une autre alliance importante s'ajouta. Volvo fit aussi confiance à Bowers & Wilkins pour embarquer ses systèmes audio, transformant l'habitacle en véritable capsule de son hi-fi. En 2009, la marque surprit encore en lançant sa première gamme de casques audio. Les P5 arrivèrent avec une intention claire, séduire ceux qui voulaient emporter un son de qualité dans leur poche sans sacrifier le design ni l'élégance. Avec des finitions en cuir véritable, des détails métalliques et un son chaud et équilibré, ils furent particulièrement bien accueillis par les utilisateurs d'Apple. Les années suivantes, la famille s'agrandit. En 2012, arrivèrent les P3, une version plus compacte et plus légère, pensée pour ceux qui privilégiaient la portabilité. Et en 2013, les P7 sans fil montrèrent qu'on pouvait conserver une expérience d'écoute haut de gamme sans dépendre des câbles. L'évolution du Zeppelin ne s'arrêta pas non plus. En 2011, apparut le Zeppelin Air, qui ajoutait la connectivité AirPlay d'Apple, permettant de diffuser la musique sans fil depuis des appareils iOS. Plus tard, ils lancèrent le Z2, une version plus compacte, facile à placer dans n'importe quel coin de la maison. En 2015 arriva le T-Sept Wireless, une enceinte petite mais puissante, avec un châssis solide qui minimisait les vibrations et offrait une qualité sonore étonnante pour sa taille. C'était la confirmation que Bowers & Wilkins savait s'adapter à l'époque moderne sans renier ses racines. Cette même année 2015, la série 800D, son vaisseau amiral, connut une transformation profonde. La troisième génération introduisit des matériaux et des technologies entièrement nouveaux. Les célèbres cônes jaunes en Kevlar furent remplacés par un nouveau composite appelé Continuum, conçu pour offrir une réponse plus uniforme et mieux contrôlée. Les aigus continuaient de s'appuyer sur le dôme en diamant synthétique, mais ils s'intégraient désormais dans une structure en aluminium encore plus précise. L'ensemble était assemblé dans un coffret repensé pour maximiser la stabilité et réduire toute résonance. Une enceinte avec une âme de studio, mais pensée pour les foyers les plus exigeants. En 2016, pour ses 50 ans d'histoire, Bowers & Wilkins célébra l'événement avec style. Ils lancèrent le modèle 800D3,
une évolution encore plus raffinée de leur série la plus célèbre, ainsi que de nouveaux casques amiraux, les P9 Signature. Ces derniers se distinguaient non seulement par leur design élégant et leur construction robuste, mais aussi par une expérience sonore presque cinématographique. Cette même année, la marque fit un pas stratégique vers l'avenir en rachetant la start-up californienne Eva Automation, spécialisée dans les systèmes audio en réseau et la technologie multiroom. Avec ce mouvement, Bowers & Wilkins montrait qu'elle était prête à se battre dans l'univers des maisons connectées. En 2019, fruit de cette vision plus technologique, ils présentèrent la série Formation, une gamme d'enceintes sans fil qui combinait design, puissance et connectivité. Chaque élément était conçu pour fonctionner en parfaite synchronisation avec les autres, en minimisant la latence et en assurant une qualité sonore sans perte. Un clin d'œil au public le plus moderne, sans abandonner leur signature de précision acoustique. La marque n'était plus seulement synonyme d'enceinte bibliothèque ou de grandes colonnes imposantes, elle pouvait aussi être dans ton salon en appuyant simplement sur un bouton. En 2020, alors que le monde traversait des changements profonds, la boutique originale de Worthing était toujours là, comme un petit sanctuaire de l'héritage de John Bowers. On pouvait encore y voir les traces de la toute première ligne d'assemblage, rappelant que tout avait commencé avec une boutique de radio et une passion pour la musique. Cette même année, l'entreprise connut un nouveau changement. Un nouveau PDG prit la direction et Bowers & Wilkins entra dans Sound United, un groupe qui rassemble aussi des marques reconnues comme Denon, Marantz et Polk Audio. En 2022, Sound United fut racheté par Masimo, une entreprise du secteur médical. Et enfin, en mai 2025, Harman, filiale de Samsung, prit le contrôle de la gestion de Bowers & Wilkins en l'intégrant à son large portefeuille audio. Aujourd'hui, Bowers & Wilkins est plus vivante que jamais. Ces enceintes de la série Recent Diamond continuent d'être la référence pour ceux qui veulent une fidélité sans concession. La série 7 cents et la ligne 6 cents, plus accessibles, permettent à davantage de personnes de profiter de cette signature sonore qui définit la marque. Ces casques, comme le PX7S3, mêlent élégance, confort et technologie de dernière génération. Et ces systèmes sans fil, menés par la gamme Formation, apportent le son haut de gamme dans tous les recoins de la maison moderne. Ce qui a commencé comme une boutique de quartier et une passion partagée est aujourd'hui une marque mondiale à l'identité très claire. Offrir toujours un son qui ne s'écoute pas seulement, mais qui se ressent. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire d'une marque qui, sans faire beaucoup de bruit, a gagné le respect de générations entières d'amoureux du son. Si ce parcours t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de laisser ton like et de commenter quel produit ou quelle époque de Bowers & Wilkins t'a le plus marqué. On se retrouve dans la prochaine vidéo.